Maintenant, je vais vous présenter à Stéphanie Akawi-Hugues. Elle fait partie d'une génération de jeunes architectes très visionnaires et non conventionnels. Et elle a formé une ACA Architecte, qui est un groupe d'architectes qui travaillent sur de nouvelles formes d'architecture et urbanisme. Elle est régulièrement invitée à donner des conférences à plusieurs universités et sommets en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Maintenant, toutes nos actions sont en fait des interactions. L'université d'Oxford en Angleterre est une université très ancienne, avec des bâtiments très vieux. Un bâtiment en particulier, âgé de 150 ans, était très spécial. Le toit de ce bâtiment était fait en poutres de chêne, de très belles poutres de chêne, de pleine longueur et de pleine section. 150 ans plus tard, ces poutres-là commençaient à pourrir. Sur ce, la faculté de l'université se réunit pour trouver une solution. Et là, ils se demandent, au sujet des coûts de ces poutres, et ils demandent qu'est-ce que ça coûterait si on devrait remplacer ces poutres. Et déjà, l'une de ces poutres coûterait plus de 100 000 pounds. L'université ne pouvait pas se permettre des budgets pareils. Alors l'un des membres les plus jeunes dit « Avant de prendre des mesures drastiques, laissez-moi faire un peu plus de recherche. » 2 semaines plus tard, elle revient et elle dit « Je suis très contente qu'on ait pris le temps de faire cette recherche. Parce que nous avons découvert que l'architecte qui a construit ce bâtiment même, il y a 150 ans, a planté un groupe de chênes spécifiquement pour cet objectif. » Mesdames et messieurs, voilà ce qu'est pour moi l'architecture vivante. L'architecture vivante n'est autre qu'une définition mature de l'architecture durable. La durabilité, le design environnemental ne sont pas de nouveaux concepts. Ce sont en fait de très anciens concepts. Quand on parle d'un bâtiment durable ou d'un système durable, c'est un système qui peut se régénérer infiniment au fil du temps. En fait, concevoir durablement, on peut dire que c'est faciliter un processus, même 150 ans vers l'avenir. Quand nous parlons de géométrie sacrée, je pense tout de suite à Alfred Whitehead. Alfred Whitehead est un mathématicien et un philosophe qui a dit « La notion d'existence indépendante est fausse. Tel mode d'existence n'existe pas en fait. Chaque entité doit être comprise à travers la façon dont elle est entrelacée avec le reste de l'univers. » Qui ici est familier avec les problèmes pernicieux? Les problèmes pernicieux est un autre mot pour les problèmes interdépendants. Les problèmes interdépendants sont des problèmes qui sont difficiles à résoudre en raison d'exigences contradictoires, incomplètes et changeantes qui sont même difficiles à reconnaître. Pensez à l'idée globale de nos économies, nos politiques, nos ressources environnementales, nos ressources humaines et nos questions de ressources en fait, physiques. Quand nous parlons de problèmes interdépendants, ils touchent en fait à plusieurs problèmes en même temps, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les résoudre de manière isolée. Il faut les résoudre dans une certaine constellation. Cela veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il faut les résoudre plus qu'un problème à la fois et à plus d'une personne à la fois. Ce dont nous avons besoin ici, c'est de commencer vraiment au centre, de commencer au cœur de dynamiques pareilles qui sont les interactions. En fait, les connaissances nécessaires pour faire face aux problèmes mondiaux ne peuvent pas provenir d'une seule discipline ou d'une seule entité. Un développement efficace a sans équivoque besoin d'interactions transdisciplinaires et transcontinentales. Je vous raconte maintenant une autre histoire. On a demandé à un architecte de concevoir un campus universitaire sur un terrain, si on le regarde d'en haut, ressemblerait un peu à ça. Alors elle vient, elle conçoit les 3 différents départements et les construit sur le campus. Et contrairement aux attentes des élèves et des professeurs de l'université, elle ne place pas de chemin ou de sentier. Au lieu de sentier, elle couvre le campus entier de gazon. Et elle s'en va. Après le premier trimestre, des sentiers apparaissent tout seuls dans le gazon. L'architecte revient alors et les couvre de pavés. Elle les pave, exactement comme ils ont apparu. Non seulement les chemins étaient dans des endroits qu'elle n'aurait pas pu prévoir, aucun des sentiers n'était droit. Je raconte cette histoire pour en fait prélever 3 concepts. Le premier est l'intelligence des utilisateurs. Le deuxième, j'appelle ça l'honnêteté du comportement. Et le troisième est la valeur du temps. Cependant, avant d'élaborer sur chacun de ces concepts, je vais prendre un moment pour redéfinir 2 notions essentielles.
La première est l'interaction. À mon compte de 3, je vais vous demander de me dire tout haut le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je dis interaction. On est prêt? Je vais prendre ça comme un oui. 1, 2, 3. Interaction. Relation. Action. Être humain, pardon, derrière. Coopération. Partage. Échange. Parfait, parfait, parfait. L'interaction est tout simplement dit une action qui se passe entre deux entités, deux ou plusieurs. Quand vous regardez ça, on peut s'imaginer qu'une relation est un statut fixe entre deux entités. Une interaction est cette relation mise en action. Une interaction est une relation vivante. Chaque interaction qui se passe autour de nous, toute interaction à laquelle vous pouvez penser, se passe toujours dans un certain contexte. Contexte est la deuxième notion que j'aimerais définir ici. Un contexte est très important parce que c'est le contexte qui donne vraiment un sens à nos interactions. Paco, est-ce que je peux vous demander de vous mettre debout et de mettre la main droite en l'air? La main droite en l'air, voilà. Alors, qu'est-ce que vous croyez que Paco est en train de faire? Déjà, c'est vrai. Et si je vous dis qu'il est sur un coin de rue à New York? Il appelle un taxi. Si je vous dis qu'on a reculé dans le temps et qu'il a maintenant 12 ans et qu'il est dans une salle de classe? Merci beaucoup, Paco. Dans les années 70, dans le monde des affaires, un certain homme nommé Robert Greenfield, Robert Greenleaf, si je vais traduire, et il parle du concept de servant leadership, la leadership servante, la leadership de service, disons. La servant leadership est ce qu'il veut dire par une forme de leadership, en fait, une forme de leadership mature. En fait, il parle de notion de service. La notion de service est un honneur, en fait, dans plusieurs parties du monde, par exemple en Asie, en Extrême-Orient. Et à l'Ouest, cependant, on a souvent mal compris ce concept comme étant un comportement inférieur. C'est en fait un honneur. Ce que Greenleaf a dit, c'est qu'un bon leader doit d'abord devenir un bon serviteur. Cette notion de service qui, en fait, émerge dans cette nouvelle notion de leadership. En fait, pour être un leader mature, pour être un leader dans le vrai sens du mot, on voit maintenant un passage, un changement de comportement. Il faut arrêter de travailler pour et commencer à travailler avec. Arrêter de designer pour et commencer à designer avec. Il faut en fait passer du rôle de dictateur au rôle de facilitateur. Je vous donne un exemple. Disons que je suis debout ici, à un certain point A, avec une pile de briques. Et je dois faire déplacer ces briques au point B là-bas, sans pour autant quitter mon point A. Qu'est-ce que je peux faire? Pardon? Avoir un intermédiaire. Non, je suis toute seule, vraiment. Ben, je vais les jeter. Je vais juste lancer les briques. Maintenant, je suis toujours à mon point A, mais cette fois, au lieu de pile de briques, j'ai un groupe d'oiseaux vivants. Et je dois déplacer ces oiseaux au même point B là-bas, sans pour autant quitter mon point A. Parfait. Vous n'êtes apparemment pas un ingénieur. Madame a dit, lancez de la nourriture et les oiseaux suivront. J'ai posé cette question à un groupe d'ingénieurs une fois, sans broncher. Vous tuez les oiseaux et vous les jetez. Cette histoire-là est un exemple de facilitation positive, de leadership par attrait, de leadership positive, au lieu de leadership par force, disons. La notion clé ici devient la notion de facilitation. En fait, qu'est-ce que faciliter? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais illustrer le concept de facilitation en retournant à l'histoire du campus. Et je vais extraire de cette histoire 3 qualités, plutôt provocatrices de ce qu'est faciliter. Alors, la première qualité, faciliter, c'est créer l'incomplet. Si vous vous rappelez de l'histoire, l'architecte n'a pas fini, n'a pas complété le projet, elle n'a pas dicté où les sentiers devaient être. Au contraire, elle a laissé ça incomplet, et c'était justement ça l'invitation aux profs et aux élèves de donner leur aperçu, de donner leur comportement, de donner un peu de valeur à travers leur comportement. Créer incomplet invite l'interaction. Faciliter, c'est aussi créer l'impermanent. Elle aurait pu couvrir le campus d'asphalte, mais elle a choisi le gazon, parce que le gazon est intrinsèquement organique et qu'il marque le passage du temps, qu'il marque la valeur que les gens donnent. Créer impermanent invite l'interaction. La troisième qualité de facilitation est créer l'imparfait.
Les sentiers n'étaient pas droits, comme on tend à les dessiner sur papier. Ils n'étaient pas dans un endroit qu'on pourrait prévoir. On parle ici d'esthétique humaine. Et cette esthétique humaine imparfaite est contrairement à ce qu'on appelle l'esthétique moderne, qui est plutôt simplistique, parfaite, qu'on ne peut pas toucher. En fait, si nous y pensons, faciliter, c'est créer des contextes qui sont incomplets, impermanents et imparfaits. Alors, pour répondre à notre première question, comment rassembler l'intelligence des utilisateurs? Une façon, c'est de rassembler et de faciliter leurs interactions. Pas les dicter, mais les faciliter. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'honnêteté du comportement? Qu'est-ce que l'honnêteté du comportement? En tant qu'architecte, j'ai été éduquée à manipuler et comprendre la forme, comme Isabelle, bien sûr, le sait. En fait, je ne suis pas intéressée par la forme. Je suis intéressée beaucoup plus par le flux, par l'écoulement des choses, par les interactions, par comment les gens utilisent un certain espace, comment ils se déplacent, ils interagissent avec, comment ils bougent dans un certain espace. En fait, si vous regardez cet exemple précisément, ce n'est pas ce qui est, mais ce qui n'est pas, qui donne sa valeur à cet espace. C'est le vide que les gens utilisent en fait. Ce n'est pas le contexte qui est le plus important, mais les interactions que ce contexte invite, que ce contexte facilite. Ce n'est pas l'infrastructure, ce n'est pas la forme, mais l'écoulement, la vie que cette forme incite, qui m'intéresse. Ce n'est pas ce que l'architecture est, mais plutôt ce qu'elle fait. Et quand je pense à ça, pour moi, l'honnêteté du comportement, c'est de passer de simples conversations à une plus profonde observation. Le comportement est beaucoup plus honnête. Et là, nous passons à notre troisième question, comment utiliser la valeur du temps? Si vous vous rappelez de ma première histoire d'Oxford, concevoir durablement, c'est vraiment créer des contextes et faciliter le processus vers l'avenir. Voilà pour moi comment on passe des dimensions 2D et 3D aux dimensions 4D dans nos actions de tous les jours. En fait, concevoir durablement, c'est créer des contextes, des systèmes, des services, des bâtiments, quoi que vous créez, d'une façon que ces systèmes, en fait, facilitent les interactions. C'est des systèmes et des contextes où les interactions doivent pouvoir s'épanouir et émerger. Donc, pour utiliser la valeur du temps, ces connaissances que seul le temps peut nous donner, on doit penser à faciliter les interactions selon la quatrième dimension, la dimension du temps. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, ni demain, ni même dans 100 ans. Voilà les trois dynamiques qu'on utilise dans notre travail. Et en fait, quand on y pense, au cœur de ces dynamiques est l'interaction, toujours. Mais voilà le petit truc. Je ne crois pas en créer l'interaction. Nous ne devons pas créer l'interaction. Si nous essayons de créer l'interaction même, nous tombons dans le rôle de dictateur, évidemment. Donc, au lieu de créer des interactions, il faut créer le contexte et en faire un contexte fertile pour que ces interactions émergent. Ne concevons pas d'interaction, concevons les contextes aux interactions. C'est un petit changement qui a l'air un peu subtil, mais en fait, il est très fondamental, surtout au jour le jour. La question, c'est comment? Comment est-ce que nous pouvons concevoir et créer des contextes qui fertiles aux interactions? Comment faire? Cette question-là est ce qui guide mon travail personnel et notre travail au bureau. Et c'est cette question-là qui est à l'origine, en fait, de notre studio ACA. Notre travail à ACA est vraiment dirigé par cette vision qu'on appelle Architecting Interaction. Je n'ai pas pu trouver une traduction française. J'explique pourquoi on a appelé ça. En fait, architecting, c'est tourner l'architecture en verbe. C'est pour communiquer une notion d'action, une notion d'action en cours. Et c'est aussi pour dire que l'architecture est un moyen de créer des interactions. Ce n'est pas une fin en soi. Donc on appelle notre vision Architecting Interaction. Et en fait, l'essence de cette vision, c'est de créer des contextes qui favorisent les interactions. Je vous demande, quel contexte doit favoriser des interactions? Qu'est-ce que vous dites? Quels espaces, quel contexte? Des idées? Un bar? Oui? Oui? Une salle de jeu? Exactement. En fait, tout contexte doit faciliter des interactions. Nous parlons seulement d'interactions différentes et à des degrés variables, à des degrés différents. Créer des contextes qui favorisent cette interaction, voilà l'essence de la vision d'Architecting Interaction. Une vision est une idée. Pour en faire une réalité, il faut un processus d'action, bien sûr. Je vais vous faire
vraiment une introduction très rapide, même un peu caricaturisée, du processus d'architecture traditionnel qui est utilisé ces jours-ci. Si vous regardez ça, l'architecte commence au début de la conception et continue à être impliqué jusqu'à la fin de construction, dans le meilleur des cas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le bâtiment ou l'espace est terminé, les architectes se retirent, ils n'y sont plus jamais revus. Et les habitants ou les utilisateurs déménagent dans l'espace, commencent à utiliser ça. Cette rupture, moi personnellement, je n'ai jamais compris ça. En fait, c'est quand le bâtiment est prêt à être utilisé que la vie de ce bâtiment commence. Et c'est là que l'espace habité a de la valeur. Et c'est là qu'en tant qu'architecte, nous devons être le plus impliqués en fait. Quand on regarde ça, pour moi, l'architecture statique doit s'étendre dans l'architecting dynamique, l'architecting vivante. C'est notre devoir en tant qu'architecte d'accompagner les utilisateurs quand ils déménagent dans un certain espace et de s'assurer que les deux se servent mutuellement. Quand on a créé la vision d'Architecting Interaction, on regarde le processus d'architecture et c'est vraiment la première partie qui est disponible. Et on regarde ça, on se dit c'est pas possible. Si on fait ça, on ne va pas pouvoir créer des contextes qui vont au-delà d'eux-mêmes. On ne va pas pouvoir créer des contextes qui facilitent vraiment les interactions. Donc il a fallu créer un processus d'action différent. On s'est inspiré un peu de sciences vraiment primaires. Est-ce qu'on se rappelle 2 égale mc2 ? C'est la fameuse formule d'Einstein où E est l'énergie, M la masse et C la vitesse de la lumière. Et donc j'ai pris la liberté, je m'excuse auprès des scientifiques, j'ai pris la liberté de traduire cette formule dans le monde d'architecture. Et donc la masse devient la masse construite. Le sol, le plafond, les murs, les briques, tout ce qui est vraiment la masse qui est là, la masse inerte même. C, la vitesse de la lumière, devient le mouvement. C'est les interactions des personnes dans un certain espace. Et donc l'énergie devient cette qualité émergente qui découle d'un espace quand on regarde les interactions qui s'y passent. Il y a une différence fondamentale entre se concentrer pour créer M ou alors essayer de créer les interactions et l'énergie qui va au-delà de la masse statique. Cela est bien sûr valable pour l'architecture, mais est valable bien au-delà de l'architecture. Si vous pensez à quelconque service ou produit que vous créez, il y a une différence fondamentale entre créer ce service même ou se concentrer pour créer ce que ce service peut offrir au-delà de lui-même. En fait, nous parlons de passer du quantitatif au qualitatif. Voilà de quoi il s'agit ici. Donc, pour pouvoir créer ça, pour pouvoir créer un espace qui va au-delà de la forme physique statique, nous avons dû créer notre propre processus, un processus sur mesure. Ce processus d'ACA est un processus intrinsèquement collaboratif. Sans collaboration, ce processus ne peut pas fonctionner. Très brièvement, ce processus est conçu en 4 phases. 3 phases se passent avant la livraison de l'espace et la 4e se passe seulement une fois que les utilisateurs commencent à en fait utiliser l'espace. La première phase est ce qu'on appelle apprécier. Dans cette phase, nous nous dédions à créer une certaine compréhension. Une compréhension de la situation entre les différents groupes de personnes qui sont concernées par ce projet. Cela va des clients, bien sûr, mais aussi des utilisateurs, des visiteurs, des voisins autour, etc., etc. Et nous pouvons aller aussi restreint que large, dépendamment du projet. Voilà une question de contexte, par exemple. Et ce que nous faisons, c'est nous entrons dans un processus de consultation avec ces différentes personnes pour pouvoir comprendre les différentes facettes de ce projet. Une fois qu'on a créé cette compréhension partagée, on passe à la phase 2. La phase 2 est ce qu'on appelle le kernel. Le kernel se traduit en noyau. C'est là où tout commence, en fait. Et dans cette phase, nous traduisons cette compréhension partagée en une vision. Et il est essentiel que cette vision, que les différentes personnes concernées par ce projet soient alignées vers cette vision. C'est une vision partagée aussi. C'est seulement à la fin de cette phase, quand nous avons accompli une compréhension partagée et une vision alignée, que nous pouvons passer en fait à l'architecture en soi. Dans cette phase qu'on appelle Kickstart, c'est vraiment là où le design se développe, le concept spatial prend forme, les détails se développent, la construction se passe, etc., etc. À la fin de cette phase, et traditionnellement où le bâtiment s'appelle fini, complet, les gens y déménagent et les architectes n'y sont plus jamais revus. En fait, on a une 4e phase et cette phase se passe justement après avoir invité les gens à commencer à utiliser l'espace, même quand il n'est pas complètement
fini ou complet. Nous les invitons à commencer à utiliser un espace, disons, incomplet, d'une certaine façon. Et donc, dans cette quatrième phase qu'on appelle adapter, c'est basé sur l'observation du comportement des différentes personnes dans cet espace que nous pouvons vraiment finir cet espace, amener les derniers ajustements nécessaires. Et c'est là où nous créons un espace qui est vraiment adapté à sa communauté, à cette communauté qui y habite. Le principe sous-jacent de tout ce processus, c'est ce qu'on appelle consulter la communauté. Et on consulte la communauté non pas pour avoir des réponses, mais pour trouver les bonnes questions. On consulte la communauté à la recherche de perspectives et d'aperçus, et non pas d'opinions. Et voilà ce qu'on fait au début, dans la première phase, mais aussi au cours de tout le processus. Et la raison pour laquelle on fait ça d'une façon assez religieuse, c'est parce que vraiment nous croyons que les utilisateurs sont les experts dans la façon dont ils utilisent l'espace. Nous croyons vraiment qu'il y a une valeur que les utilisateurs peuvent amener, à laquelle on ne demande pas en général. Et donc c'est ça qu'on veut vraiment amener dans l'espace et dans le processus de créer un certain contexte. J'illustre ça avec une troisième histoire. Dans une île du Pacifique, il y a une petite communauté, toute petite communauté sur une petite île. Tous les 7 ans, cette communauté se réunit autour d'un projet commun. Ils se réunissent pour construire un bateau. Chaque personne de cette communauté a une tâche précise. Les hommes, les femmes, les enfants. Les hommes coupent le bois, les femmes tissent les voiles, les enfants aident par amener de la nourriture et de l'eau à tout le monde. La personne la plus ancienne de ce village, homme ou femme, a une tâche très spéciale, très spécifique. Cette personne doit s'asseoir au centre, au cœur du village. Non seulement la tâche de cette personne est de faire un feu, mais cette personne doit s'assurer que le feu brûle pendant toute la période du projet. Ça peut durer des semaines ou même des mois. Cette personne est assise à côté du feu, s'assurant que le feu brûle, et sa tâche la plus importante est de s'asseoir près de ce feu et de se rappeler, de garder en tête pourquoi ils construisent un bateau. Pendant la période du projet, quand il y a des gens qui se disputent, qui ne sont pas d'accord, ils reviennent autour du feu et se rappellent la raison pour laquelle ils sont en train de construire un bateau. Quand les gens sont fatigués ou démotivés, ils reviennent autour du feu et se souviennent pourquoi ils construisent un bateau. Et à la fin de chaque journée, tous les gens du village se rassemblent autour du feu et se souviennent pourquoi ils construisent un bateau. Cette histoire est pour illustrer qu'au cœur de chaque communauté, il y a un clair pourquoi. Au cœur de chaque communauté, au cœur de chaque projet. Le pourquoi des choses est extrêmement important. Et on a entendu ça earlier cette journée. Cette question de définir le pourquoi et de se rappeler du pourquoi, parce qu'il est essentiellement très simple d'oublier, est une question très importante. Nous faisons ça dans la première phase, mais c'est un exercice à refaire encore et encore pendant le processus. En fait, quand vous regardez ce processus, la dernière phase d'adapter crée une compréhension renouvelée, une appréciation renouvelée du projet. Ce qui veut dire que le processus, en fait, n'est pas linéaire, mais cyclique. Ce processus a en fait 3 qualités que je vais partager ici avec vous. La première, le processus est fait d'une façon ouverte, si on peut dire. Sans la collaboration des personnes concernées par le projet, sans le rapport, ce processus-là ne peut pas fonctionner. C'est un processus créé incomplet. Comme le processus dépend de l'apport de la communauté, le processus change. À tout moment, le processus est en changement perpétuel. C'est un processus impermanent. Vous avez deviné la troisième, non? En fait, on cherche les aperçus et les perspectives des gens, pas les opinions. Les aperçus et les perspectives qu'on cherche, nous espérons, sont un peu plus objectifs. Mais quand même, le fait que ce processus se base sur un apport humain est exactement ce qui le rend imparfait. Rappelez-vous, nous ne concevons pas d'interaction, nous concevons les contextes fertiles aux interactions. Je pense qu'on peut prendre un moment de réflexion. Quelles questions avez-vous jusqu'à maintenant? Aucune question. C'est très clair. Pardon? C'est très beau. Ça me rappelle un fonctionnement tellement subtil. Cette dynamique trilogique d'incomplétude, d'imperfection et d'interaction, c'est vraiment le corps. C'est le corps humain. Donc c'est un contexte quantique du corps humain. C'est-à-dire l'approche qu'elle décrit, c'est une approche holistique.
multidimensionnelle, elle n'est pas linéaire, elle touche de temps en temps un aspect circulatoire, mais en réalité c'est une approche radiante. Elle va dans tous les sens. C'est magique, merci, merci, magnifique. En fin de compte, vous avez trouvé la logique des sociétés traditionnelles. Les sociétés traditionnelles sont beaucoup plus proches de la logique de la matière, de la logique des physiciens. Une interaction en physique, elle est toujours réciproque, elle n'est pas à sens unique. Ensuite, les sociétés traditionnelles considèrent qu'il y a 3 équilibres. L'équilibre de soi à soi, de soi aux autres et soi à la nature et au cosmos, c'est-à-dire des flux permanents, des systèmes ouverts. Donc, évidemment, dans votre système, ça s'intègre parfaitement. Et ça laisse, parce que souvent l'argument qu'on met en avant pour écarter les sociétés traditionnelles, c'est pas possible parce qu'on est trop nombreux. C'est des petites ethnies. Je pense que c'est possible d'avoir une autre logique de gestion du vivant, non pas en termes de forme, mais en flux, comme l'avait très bien dit, et de changer le référentiel, qui n'est plus un référentiel issu de la physique classique, c'est-à-dire les masses, etc., mais de la physique quantique. Paco ? Oui. Et j'aimerais seulement dire une phrase. La plus terrible dictature qu'il y a dans le monde, c'est le perfectionnisme. Ça nous fait penser. Merci beaucoup. Bon, je conclus. Alors, en conclusion, la vision d'Architecting Interaction est, vous l'avez décrit, plus large que l'architecture, plus large que l'urbanisme. On applique ça à l'architecture et l'urbanisme à AK parce que c'est notre domaine d'expertise. Mais je vous invite tous à l'appliquer dans vos domaines respectifs. Parce qu'en fait, tout contexte favorise des interactions, quoique à des degrés différents et des interactions différentes. Concevoir durablement, c'est vraiment créer des contextes qui peuvent faciliter les interactions, mais aussi les rendre épanouissantes. C'est des contextes fertiles aux interactions dont on a besoin. Et cela, c'est par les dynamiques de rassembler l'intelligence des utilisateurs, d'utiliser l'honnêteté du comportement et la valeur du temps. Rappelez-vous, nous ne concevons pas d'interaction. Nous concevons les contextes aux interactions. Comment pouvons-nous créer des contextes qui favorisent les interactions? En créant des contextes incomplets, impermanents et imparfaits. Par un processus qui est en soi incomplet, impermanent et imparfait. Nous sommes maintenant tous responsables de créer des contextes qui favorisent les interactions. Parce qu'après tout, toutes nos interactions sont des interactions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Stéphanie pour cette belle présentation.